Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode 3 de In the Jungle. Aujourd'hui, on voulait aborder avec toi les sujets de la création de contenu, que ce soit pour les sociétés ou pour les réseaux sociaux, pour les particuliers en général. J'ai ouï dire que tu étais un peu spécialisé là-dedans, que tu avais toi-même certains podcasts. Et voilà, on voulait un peu avoir ton expérience, tes ratés, tes réussites et discuter du sujet avec toi. Est-ce que tu pourrais d'abord t'introduire, te présenter, qui tu es, quel est ton parcours ? Merci déjà à Thomas et à toute l'équipe de m'inviter sur le podcast. Donc c'est vrai que je suis dans la création de contenu et dans le podcast. J'ai toujours été passionné de sport et de communication. Donc mon histoire se résume à je voulais toujours être journaliste de sport. Donc j'ai fait énormément de sport, de tennis, et je regardais beaucoup les médias à la télévision. Donc ça m'a toujours inspiré. Et puis tu as toujours des modèles quand des références quand tu es enfant. Toi, je crois savoir que c'était plutôt les jeux vidéo. Un petit peu, ouais, un petit peu. Moi, c'était les journalistes à la télévision, notamment dans le sport. Et je joue au tennis juste à côté de chez mes parents. Je jouais encore devant la maison. J'ai cassé quelques carreaux d'ailleurs. Et derrière, je refaisais de l'autre côté de la maison, je refaisais la finale de la Ligue des Champions avec mon ballon de foot et je parlais en même temps que je jouais, tu vois. Donc mes parents se posaient des questions. On reconnaît le côté schizophrène dont on parlait tout à l'heure. Donc tu te dis, ok, il est passionné par ça. Donc j'ai toujours voulu faire des études dans la communication. Et en fait, j'ai jamais eu mon premier vœu sur mes études. J'ai toujours rebondi par rapport à mes expériences professionnelles, notamment les stages. Et je me suis rendu compte que la rédaction, parce que presse écrite, c'était ça qui m'intéressait le plus. C'était pas du tout ce qui me plaisait après un stage. Donc j'ai bifurqué vers la communication, le management dans le sport. J'ai eu une première expérience où directement j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau. On les accompagnait sur la recherche de partenariats, de sponsoring. Parce qu'il faut savoir que les sportifs qui sont issus des disciplines individuelles, ils gravitent pas avec des millions d'euros comme des footballeurs, des basketteurs, etc. Donc on les accompagnait, et puis sur la partie communication, je les accompagnais également sur mes connaissances et mes compétences, sur développer une image de marque, leurs réseaux sociaux, mettre en place un dossier de partenariat, et puis des interviews aussi. Donc ça pendant 5 ans. Et à la suite de ça, il y a eu le Covid. Et j'étais un peu perdu dans ma vie. Je t'avouerai que je ne savais pas trop vers quoi aller. Et vu que c'était un peu le job de mes rêves, de côtoyer directement ces sportifs, je me disais, waouh, t'es là où tu voulais être. Et tu dois en même temps les accompagner. Donc t'es entre deux, donc t'as le deux, waouh. Et puis derrière, j'ai découvert un soir, je m'emmerdais sur mon canapé, je scrollais le téléphone. Et je suis tombé sur une formation de podcast. Donc j'ai cliqué, je me suis dit, allez, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. C'était des Canadiens, et en une semaine, il fallait en 7 jours que tu lances ton podcast. Donc tous les soirs, tu avais des masterclass avec des objectifs à compléter, Okay. Créer ta ligne éditoriale, etc. Et en 7 jours, tu devais y aller. Donc j'y suis allé, j'ai discuté avec un ami qui est très proche, qui est aussi sportif. Et il me dit, j'écoute plein de podcasts, c'est cool, vas-y, je te suis. Et incroyable, je savais pas que tu écoutais des podcasts. Et donc, je me suis lancé, et de là est né Confidence Sportive, le premier podcast que j'ai créé donc en mars 2021. Donc en fait, indirectement, le parcours que tu as eu au début, ça t'a un peu permis d'amorcer tout ce que tu as aujourd'hui, quoi. C'est ça, en fait, j'ai toujours voulu interviewer des personnes, raconter des histoires et être plutôt derrière, donc mettre en avant des personnes. Et je n'ai pas réussi à le faire par rapport au biais des médias traditionnels. Ça ne me convenait pas, et au final, c'est pas plus mal. Par contre, grâce au podcast, j'ai eu l'opportunité de créer mon propre média, et je me suis rendu compte que j'avais un réseau, que j'avais des personnes que je voulais interroger, que j'avais un angle que je voulais traiter. En l'occurrence, ici, c'est les émotions dans le sport. Qu'est-ce que ressent un sportif, un journaliste, un dirigeant au long de sa carrière, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas,
l'aspect mental aussi, qui était très tabou jusqu'à quelques années dans le sport. Et donc ça m'a permis déjà de rencontrer du monde, de les interroger, d'apprendre, et après de partager. Quand tu as démarré, est-ce que tu avais des a priori? Est-ce qu'il y a, je sais que quand on lance un premier média ou quand on fait nos premières créations de contenu, on a un peu peur, comment je fais la caméra, est-ce que le contenu va intéresser les gens, etc. Justement, sur cet aspect psychologique, comment est-ce que t'es passé ça outre? Est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce que non, tu t'es dit YOLO, je m'en fous de ce que pensent les gens? Bah, t'as un entre-deux en fait, dans le sens où moi, mon podcast, donc Confidence Sportive, quand je l'ai créé, c'était vraiment pour du plaisir. J'avais pas d'attente derrière, c'était juste me faire plaisir, interroger des personnes et partager. Et puis après, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tant pis, je l'aurais fait, c'était mon kiff. Là, je suis parti sur uniquement de l'enregistrement audio. Donc, j'avais pas cette barrière de la caméra. Et j'étais un peu, quand je me suis lancé, un puriste de l'audio, du podcast, c'est que de l'audio. Et je voulais ça aussi parce que les personnes, quand elles sont derrière une caméra, elles peuvent aussi un peu avoir ce stress de la caméra, de moins se livrer, de faire un peu plus attention les mimiques, comment tu parles, etc. Alors qu'un enregistrement audio, tu as plus tendance à te lâcher, parce que tu n'as pas la caméra. Et ce que je voulais, c'était vraiment mettre à l'aise la personne pour aller gratter ce que je voulais. Parce que les émotions dans le sport, au final, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque t'es passé si proche de la victoire et que tu t'es fait avoir sur un demi-millième sur une finale, sur un sprint? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour vraiment aller chercher plus loin qu'une interview classique d'un média? C'était ça ce qui m'intéressait. Et après, par contre, je me suis rendu compte que pour justement valoriser le podcast, la vidéo devenait un incontournable. Parce que sur les réseaux, pour valoriser ton podcast, des extraits, des teasings, ça amène un plus, et à la fois pour toi en tant que créateur de contenu, et à la fois pour la personne qui est interrogée. Dans les premiers épisodes que tu as fait, est-ce que tu as dû convaincre les gens que tu voulais interviewer? Est-ce qu'il y en a qui se disent non, c'est trop petit, c'est trop artisanal, ou est-ce que directement les gens se prêtent au jeu Alors moi, je me suis lancé en disant je vais faire un projet vraiment carré. C'est-à-dire j'ai créé le logo, la charte graphique, la ligne éditoriale, et fallait vraiment que ça soit clean pour proposer justement le projet d'épisode d'enregistrement à mes invités. Après, j'ai une démarche très simple. J'ai en fait mis en lien le carnet d'adresses que j'avais constitué déjà avec mes précédentes expériences professionnelles. Quelques connaissances aussi, je leur ai parlé du projet, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des idées d'invités également? Et très vite, la première invitée était une personne que je connaissais bien, qui était journaliste. C'était très stressant, parce que je pensais que ça allait être très fluide. Et au final, elle était très, très stressée, parce que d'habitude, elle est de l'autre côté. Ouais. Donc on a eu des coupes, et au final, ça m'a aussi un peu perturbé par rapport à ce que j'avais en tête initialement. Et puis après, de fil en aiguille, les épisodes se sont enchaînés, et j'avais vraiment un rythme qui était soutenu d'1 épisode par semaine. Okay. Donc autant te dire que tu dois avoir préparé tes invités, les lister, quelle est la date d'enregistrement, l'enregistrement avec les questions en amont qui sont préparées, le dérochage, le montage, et après la valorisation sur les réseaux. Et là, dans la préparation, justement, qu'est-ce que tu fais? C'est combien de temps une préparation pour toi? Est-ce que vous répétez les questions avant? Alors, ça dépend des invités. Moi, je partais du principe d'être... Voilà, il faut que ça soit une discussion chill, où la personne se lâche. Elle a la thématique, je lui explique, je lui explique vers quoi on veut aller. Et puis, si la personne est vraiment mal à l'aise, et qu'elle a besoin d'être mise en confiance, je transmets les questions au préalable. Donc, c'était pas forcément systématiquement le cas. Je veux que ça soit sans filtre. Donc après, c'est aussi à moi aussi dans la conversation d'amener la personne à être en confiance. Sûr. Et j'ai des personnes qui avaient besoin de sécuriser. Donc j'ai transmis les questions au préalable. Mais il faut quand même que ça soit pas robotisé et que la personne te dise « Ah, super question Thomas, je l'avais pas vu venir ». Ça, faut éviter, quoi. On a ça, nous, pas dans le cadre du podcast, mais souvent quand on fait des interviews chez des clients ou des capsules,
les gens, malgré que ce soit leur sujet, leur domaine, ils se sentent rassurés à l'idée d'avoir un prompteur. Donc là, on propose un prompteur, mais l'inconvénient du prompteur, c'est qu'il n'y a rien à faire. Même si les gens lisent en mettant une intonation ou en jouant un peu, on voit qu'ils lisent. Alors que ce qui rend le mieux, c'est les gens qui vont improviser face caméra ou juste dire leur speech. Même s'ils oublient des choses, même si c'est plus court, plus long, on a un rendu qui est complètement différent, quoi. Ah bah, de toute façon, faut être authentique. Et ça passe mieux dans la caméra, ça passe mieux dans le micro. Et tu le vois, la personne, elle est bridée, elle va se dire oh, j'ai lu ma phrase, mais j'ai oublié un mot. Et là, tu vas recommencer 15 fois. Et pour toi, c'est horrible. Et pour la personne aussi, avec le stress, et ça peut être très très compliqué. Ouais. On a eu le cas, il y a moi, je ne citerai pas le client, mais la première fois qu'on a utilisé le prompteur, où la personne était très stressée, elle devait lire quelques phrases, mais entre la vitesse, entre le fait de lire, entre les personnes qui regardaient autour, elle bafouillait après 3 mots, et on reprenait depuis le début, et on a fait je ne sais pas combien de prises, on ne voyait pas le bout, quoi. Est-ce que tu as réussi à sortir quelque chose de clean à la fin ? On a réussi, oui. Mais ça a été très long, mais on a réussi. Il t'a fallu des bons monteurs, alors. Ouais. Tu penses que le format podcast en lui-même convient aux entreprises ? Est-ce que c'est un bon média ? C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est un format qui a évolué, dans le sens où ça vient des États-Unis et du Canada. Ils ont toujours une dizaine d'années d'avance sur nous. Donc, quand moi, je me suis lancé, il y avait énormément de podcasts francophones. Mais en France, il y avait quelques podcasts de niche dans des secteurs. C'était par rapport à de la sophrologie, il n'y en avait pas énormément dans le sport, ou alors c'était plutôt des radios qui en fait mettaient en place leur replay. Ouais. Donc c'est ce qui différencie un podcast native d'un podcast justement d'émission de radio. Et donc il n'y en avait pas énormément par rapport à ce que je voulais mettre en place. Et j'ai vu que ça a beaucoup évolué entre le moment où je me suis lancé aujourd'hui. Parce que y a le Covid qui est aussi, a énormément joué, où les personnes consomment différemment les médias. Ouais. On est passé de médias très traditionnels, il y a 20 ans, à l'essor du web, après les réseaux sociaux. Là, le podcast vidéo, ça change assez vite. Et les entreprises commencent à s'y mettre. Déjà, j'ai eu des bons retours par rapport à ce que j'avais mis en place. Ça interpelle parce que c'était nouveau. Après, elles ont encore du mal, je trouve, à voir l'utilité. Et surtout, la question, c'est quel est le retour sur investissement, le ROI ? Et c'est à voir dans une stratégie globale de communication. Par rapport aux valeurs de l'entreprise. Ça peut être un podcast qui est plutôt en interne pour créer de la cohésion, faire découvrir les métiers. Tu as une équipe qui est, je sais pas, en Allemagne, une au Luxembourg, une en Belgique. Qu'est-ce que fait l'équipe qui est au Luxembourg pendant que l'autre est en Belgique ? Déjà, tu peux faire des synergies de ce côté-là. Donc, tu peux avoir un podcast en interne et puis un podcast en externe pour valoriser l'histoire de la société, des personnes interviewées. Ça peut être des histoires aussi à raconter. Donc, je vois que ça intéresse, mais qu'il y a encore aussi une petite question de comment je peux le mettre en place et à quoi ça va me servir. Et au-delà de comment, moi j'ai l'impression que la question c'est aussi de quoi on va parler. J'ai le sentiment que les gens se projettent un peu, ok, je prends un exemple, on a un cabinet d'avocats, va falloir se lever tôt pour peut-être tenir un public plus large en haleine pendant 1 heure sur des sujets, des textes de loi, des trucs comme ça. Et on a un client à Bruxelles qui fait un truc intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui le produisent ou s'ils font des épisodes en partenariat, mais alors c'est honteux parce que j'ai absolument pas écouté leur podcast, j'ai juste vu des annonces, mais je crois qu'ils prennent un film en référence, okay. Et par rapport à ce film-là, à la morale ou ce qui se passe, ils évoquent un sujet, et puis ils arrivent à le relier avec d'autres thématiques, etc. Et peut-être que c'est une idée qui est à reproduire justement pour les sociétés. Ce serait pas se focaliser sur nos métiers propres, ou peut-être pas directement, mais essayer de trouver une thématique et puis de lier après ou de rattacher la thématique avec des métiers. Comme tu dis, l'avantage du podcast, c'est que t'as pas un format prédéfini.
Tu peux faire une infinie de choses. Ça peut être des épisodes courts, ça peut être des épisodes longs. Donc ça peut être des formats de 5 minutes, des interviews de 30 minutes. On pense souvent aux interviews, mais ça peut être de la narration. Ça peut être une histoire qui est racontée. Ça peut être énormément de choses. Donc ça, c'est l'avantage du format que tu peux adapter au final à ce que tu veux mettre en place. Et tu peux, par exemple, je pense à une entreprise qui est dans le sport et qui est rattachée à un client sur un événement sportif, et ben, elle va pouvoir mettre en avant un podcast que sur l'événement sportif, par exemple. De raconter les coulisses, comment ça se met en place. Par exemple, un Grand Prix de Formule 1 à Spa. Qu'est-ce qui se passe le vendredi, le samedi, le dimanche, quels sont les métiers. Ça peut être intéressant. Je crois savoir que tu as d'autres podcasts. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, j'en avais qu'un seul et comme un, ça me suffisait pas, j'en ai eu un deuxième. Alors pour le coup, ça venait pas de moi, c'est un journaliste qui justement a suivi ce que je faisais et qui m'a interpellé et qui voulait créer un podcast sur l'actualité d'un club de foot, en l'occurrence le FC Metz, puisque je vis à Metz. Et donc j'ai dit OK sur le principe. En 5 minutes, on a bu un café et c'était parti. Donc on est deux en format table ronde avec 2 invités. Okay. Donc soit une personnalité en lien avec le sport ou la ville et un journaliste en l'occurrence. Et on débriefe de l'actualité du club, du match de la semaine. On a des tops, des flops, une partie un peu sympathique où on se prend pas la tête et un petit quiz en fin d'épisode pour un peu pimenter l'épisode. Sur un format plus court, donc là on est sur une vingtaine de minutes. Pareil, il faut être, comme tu as dit, tu donnes rendez-vous. Et là en l'occurrence le nom s'y prête bien, c'est Rendez-vous Grenat. Donc chaque semaine on a l'épisode. Alors du coup c'est énormément de préparation parce que c'est chronophage. Donc il faut en fait optimiser tous les process pour gagner du temps et être le plus efficace possible que sur l'épisode. Ok. Donc ça c'est ce qu'on a lancé, là on est en plein dans la 2e saison. On est 2. Et j'en ai lancé un 3e. Et petite dédicace à Jean-Christophe qui était passé dans le 2e épisode, qui m'a poussé à créer le podcast La Clanche. En l'occurrence, donc là, c'est ouvrir la porte des entreprises. Le jeu de mots par rapport à un mot bien spécifique du Grand Est. Vous dites clanche? On dit clanche, ouais. Nous, on dit clinche. Ah ouais. C'est pas très loin au final. Et du coup, là, c'est ouvrir les portes aux entreprises, faire découvrir les secteurs d'activité. Donc là, moi, c'était plutôt Moselle, Meurthe-et-Moselle. Je vais essayer d'agrandir sur le Grand Est et d'interroger des personnes où je connais absolument pas le métier. Elles vont me raconter ce qu'elles font. Et le but, c'est toujours de divertir, d'avoir un côté ludique, d'apprendre. Et ce côté aussi où je suis solopreneur pour l'instant, d'avoir des conseils aussi sur l'entrepreneuriat. Voir agrandir en fait le champ de vision et comprendre, se servir de tout ça. Ça, je pense que ça peut être un super moyen. Je trouve le podcast comme ça permet de rencontrer des gens avec des expériences, on a l'air parfois qui semblent similaires, je vais dire, et qui au final sont complètement différentes et vont t'apporter un angle de vision que tu n'avais pas forcément. Et au final, tu te nourris en fait des échanges. Exactement. Parce que la personne apprend aussi sur toi et elle va se livrer aussi sur des choses où elle ne pensait pas non plus aller forcément sur le terrain. Donc ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as déjà vu des choses intéressantes où tu te dis, oh là, il y a vraiment un concept sympa, comment est-ce qu'ils ont fait? Par rapport à du podcast ou que de la création? Les deux, par rapport aux deux. Les deux, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont assez vieillissantes et qui reposent sur un modèle où ça fonctionne depuis des années au niveau du business. Et on met quelqu'un, comme tu l'as dit, on avait eu une discussion en off sur, il y a quelqu'un en market, en com, et puis elle fait déjà ce qui est fait depuis des années. Il n'y a pas vraiment de renouvellement. Sauf que aujourd'hui, et puis on l'a vu, ça va tellement vite au niveau du numérique que ce qui était valable il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui, notamment sur les réseaux. Là, qui aurait pu prédire il y a un peu plus d'1 an qu'il allait avoir l'intelligence artificielle avec ChatGPT? Enfin, c'est un truc, ça va hyper vite au final. Et si tu prends pas ce virage-là, t'es vite largué. Donc, en termes de contenu, il y a des choses à faire. C'est difficile pour un entrepreneur qui est TPE, PME ou qui n'a pas vraiment d'équipe et qui doit être au four et au moulin, au final, d'avoir cet aspect com, et il le délaisse assez souvent. Alors que avec un peu de stratégie, de méthodologie, tu peux quand même communiquer assez facilement
sans te prendre la tête et que ça te rapporte aussi derrière, parce que le but, c'est d'apporter du business pour l'entreprise. Donc, il y a ce côté-là où les entreprises veulent peut-être plus se diriger sur des médias traditionnels et vont essayer de payer de la pub, alors qu'elles peuvent créer plutôt eux leur contenu, et d'autres qui ont pris conscience de cette communication-là, qui jouent sur les tendances, un peu sur les réseaux, un peu sur le côté fun de l'équipe, et comme on a dit tout à l'heure, ce qui est authentique marche, donc ils arrivent à développer soit une communauté, soit fidéliser leurs clients, et derrière amener à faire grandir la marque. C'est vrai que ça créer, engager une communauté avec du contenu plus sur le vif, ça crée aussi une proximité, je trouve, avec le client. Et directement, quand on se sent plus proche, on a plus envie potentiellement de collaborer ou de faire du business avec. Mais il y a toujours un peu la barrière du paraître, ou est-ce que je vais faire ce que je vais montrer, etc. Est-ce que ça va pas me porter préjudice à un moment donné? Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que beaucoup de sociétés ont du mal à passer le cap dans les sociétés vieillissantes, comme tu disais. Ouais, ils ont toujours un modèle de fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, si tu sors pas de ce modèle-là, notamment dans le numérique, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont justement te suivre parce que tu as ce côté un peu fun, parce que tu dégages une image alors, tu plais ou tu plais pas, mais c'est pas grave. Au final, moi, ce que je ressens, et je pense que c'est sans doute aussi ton cas, tu préfères bosser avec des clients qui ont à peu près la même vision que toi. Donc forcément, ce sera plus intéressant pour les deux. Tu vas plus te défoncer encore sur ce projet-là. L'entreprise sera contente. Et puis derrière, tu peux pérenniser aussi le partenariat ou le client. Il peut te recommander, etc. Donc c'est ça où c'est intéressant. Mais il faut que les gens soient aussi formés. Et prennent ce déclic-là, en fait. Et pour rebondir à ce que tu t'évoquais tout à l'heure avec l'arrivée l'évolution des réseaux et l'arrivée des IA, etc., t'as pas un peu le sentiment que si tu commences à écouter tous les autopreneurs ou les influenceurs sur Internet, t'as l'impression de jamais rien faire de bien, que tu n'utilises pas les IA comme il faudrait et qu'en fait ça pourrait te ramener tellement plus. Comment est-ce que t'arrives à faire la part des choses en faisant le tri entre le mec qui s'est autoproclamé expert sur le sujet et toi ce que tu fais, tu vois? Comment est-ce que tu tries un peu qu'est-ce qui est vrai en fait là-dedans, ça je devrais faire, et qu'est-ce qui est en fait non, faut pas que je me mette la pression. Déjà, chacun a son rythme déjà par rapport à ce que tu dois mettre, et il faut que ça te serve aussi. Il y a des IA qui vont pas te servir. Nous dans la com, forcément, on en a un peu plus besoin, mais quelqu'un qui est, dans un secteur la beauté ou tu vois, n'aura peut-être pas forcément besoin d'autant d'IA. Donc en fait, il faut déjà pas se comparer aux autres. Il faut voir déjà ce qui peut être utile par rapport à soi. Toujours tester. C'est pour ça qu'il y a des versions gratuites sur des logiciels, sur des extensions, des choses comme ça. Donc toujours tester et après voir si ça te convient. Et après, si ça t'amène un plus, let's go. Mais je veux pas me faire des amis. Il y a beaucoup d'escrocs aussi sur ces types de formations en ligne où ils se revendiquent experts d'un domaine et au final... L'expert est sorti, le domaine est sorti il y a 3 semaines. Ouais, voilà, c'est assez paradoxal. Donc il faut faire le tri. Moi, j'ai un peu l'œil par rapport à ça où j'arrive un peu à dénicher, mais quand je vois, j'ai fait 120 000 cas de CA le mois dernier parce que ma formation me génère tant et que j'ai 340 personnes qui ont suivi ma formation et que je sirote mon petit cocktail à la plage sur LinkedIn. Ok, t'es authentique, pour le coup, c'est bien. Mais derrière, ce que les gens ne voient pas, ils se disent elle a fait ça ou il a fait ça, je peux faire pareil, en fait, c'est facile. Non, en fait, parce que entre le chiffre qui est annoncé, c'est un chiffre d'affaires et c'est pas ton bénéfice net. Tu sais pas toute la charge de travail derrière. Peut-être que la personne elle est en burn-out depuis 1 an. Ouais. Et t'as toujours ce côté de paraître qui est super difficile à déceler. Mais faut avoir ce flow où tu te dis, tu te concentres sur toi et c'est déjà pas mal. Et maintenant, pour revenir un peu sur une société, quelqu'un qui voudrait démarrer de la création de contenu, alors que ce soit du podcast, que ce soit
des interviews, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par quoi est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle consulte d'abord quelqu'un qui va shaper sa stratégie et lui donner des étapes? Ou est-ce qu'il faut y aller à tâtons, faut tester Comment est-ce que tu structurerais un peu la chose? J'ai des entreprises qui m'ont démarché justement pour les aider dans la création de leur podcast. Donc en fait, c'est déjà de voir est-ce qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent mettre en place. Est-ce que c'est valoriser l'entreprise? Est-ce que c'est valoriser un produit? Est-ce que c'est valoriser les équipes? Bref, quelle est la ligne éditoriale? Donc à partir de ce moment-là, dès qu'il y en a une, on peut aller sur la deuxième partie qui va être de quel est le format du podcast? Est-ce que c'est un podcast plutôt court? Est-ce que c'est un format long? La fréquence aussi du podcast, des épisodes. Parce que dès que tu te lances, si tu annonces que tu fais un épisode toutes les semaines, on va t'attendre toutes les semaines. Donc peut-être pas y aller trop rapidement, maîtriser son rythme et après, si ça fonctionne bien, l'augmenter. Déterminer sur quel support aussi. Parce que tout le monde aussi se lance et se dit le podcast c'est bien, je vais en faire. Mais quel est le but derrière en fait? Sur quoi tu vas communiquer? Comment tu peux... quels sont tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site internet? Comment tu vas valoriser tout ça? Est-ce que tu vas faire un peu de photos, un peu de vidéos? Est-ce que tu vas faire un article de blog? Parce qu'à travers le podcast, tu vas faire énormément de contenu. Sauf que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais d'un podcast, par exemple, ton podcast qui est un format plutôt long, 45 minutes on va dire, 1 heure, tu as une vidéo sur YouTube, tu peux le recycler en contenu avec des shorts. Tu peux le mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu peux faire un article de blog écrit où tu mets ta pastille, où tu vas écouter l'épisode audio. Ce qui va te faire aussi augmenter ton référencement et de la rétention sur ton site internet, donc ça peut être intéressant. Tu peux en créer du texte aussi avec une newsletter, enfin tu peux faire plein de choses. Sauf que tout n'est pas faisable en fonction de tes équipes, il faut prioriser et après monter crescendo. On en parlait tout à l'heure, on voit qu'il y a de plus en plus maintenant de médias, de plateformes en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les canaux de diffusion ou enregistrer son contenu, ou l'uploader, etc. Est-ce que tu peux un peu nous aiguiller sur vers quoi toi tu t'es penché? Est-ce que tu as testé des solutions? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Et comment est-ce que tu vois tout ça évoluer dans son ensemble? Par rapport du podcast ou pas forcément? Toujours les deux. Toujours les deux. Je vois que les réseaux sociaux, forcément, c'est des incontournables. Donc, ce qui fonctionne aussi, après, ça va dépendre de ta cible. Est-ce que tu vises plutôt un public jeune? Est-ce que tu vises plutôt des seniors? Ça va pas être la même chose. Donc Instagram, TikTok va être privilégié par les jeunes. Facebook, mine de rien, ça reste quand même encore aujourd'hui le premier réseau social dans le monde en termes d'utilisateurs. Donc c'est pas à négliger non plus. Ce qui est sous-coté, c'est souvent les groupes privés sur Facebook dans lesquels tu peux rentrer et justement partager ton contenu de niche sur un secteur donné. Et le podcast, moi, en l'occurrence, c'est ça qui m'a permis d'avoir une meilleure visibilité. Okay. Donc, c'est de bien l'utiliser. Donc, forcément, j'avais créé une page, mais de publier dans des groupes spécialisés, notamment dans le sport, ça m'a ramené des auditeurs et aussi des personnes qui m'ont contacté pour travailler sur des projets. Okay. Donc, c'est aussi à penser, c'est pas la plateforme va pas m'intéresser, c'est qu'est-ce que je peux aller y tirer, en fait. Donc il y a ça qui est intéressant, mais après, c'est énergivore aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu concentres sur tes contenus, comment tu vas publier. Moi, j'avais une ligne éditoriale qui était très stricte, c'est-à-dire je sortais l'épisode, j'avais une vidéo où la personne se filmait en face cam pour donner rendez-vous aux auditeurs. C'était mon annonce teasing de l'épisode. Ça, c'était le dimanche. Le mardi, je faisais une présentation avec un dessin graphique de la personne et je racontais qui elle était et de quoi on avait échangé. Et le jeudi, je mettais un extrait, un teasing de 30-45 secondes tiré de l'épisode et qui annonçait en fait la sortie de l'épisode. Donc ça faisait un rythme de 3 publications, mais qui était aussi cadré par rapport à la plateforme d'Instagram où tu as les colonnes. Et donc j'avais une charte graphique qui était vraiment très stricte, que tu peux voir et qui est identifiable. Et ça, tu l'as testé, tu as fait des itérations, ou bien tu t'es calé sur quelque chose d'existant dès le début pour voir? J'ai testé, toujours testé, voir, donner les rendez-vous. Donc au final, si tu sais que tu postes toujours à telle heure, ta communauté va savoir que ton épisode sort tel jour à telle heure. Donc déjà donner rendez-vous, et après, je faisais des tests, changer un peu les horaires.
toujours la même journée, mais j'avançais d'une heure, je reculais ou je testais le matin. Et après, ce qui est quand même pas forcément fait par tout le monde, c'est vraiment de regarder les statistiques en fait. De se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, quoi. Tu peux pas te dire je vais publier à 18h parce que tout le monde sort du travail à ce moment-là et va être sur son téléphone. Faut regarder vraiment par rapport à ta communauté que tu as sur tes réseaux. Et peut-être que moi j'ai encore regardé pour un client qui est sur de la chirurgie esthétique. Et ce qui m'a choqué, c'est que sa communauté, elle est présente très fortement la nuit sur les réseaux. Ok. Donc je ne vais pas publier à 3h du mat, mais je vois qu'en fait, très tôt le matin, ils sont connectés et ils vont interagir aux publications. Okay. Donc j'ai dû changer et modifier. Après, tu peux paramétrer ta publication, je sais. Enfin, tu peux tu peux timer, bien sûr, ouais. Mais de voir aussi, tu as différents outils aussi pour mettre un suivi aussi et voir si directement il y a un commentaire, etc. Est-ce que tu dois être là pour pondérer, modérer, etc. Et est-ce que depuis que tu as démarré, est-ce que tu as vu les réseaux évoluer, plutôt les réseaux sociaux en eux-mêmes? Est-ce que tu as vu des changements majeurs qui t'ont forcé à devoir adapter ta façon de publier, ta façon de planifier peut-être les choses? Avant, j'étais principalement sur Facebook et Instagram par rapport au podcast. Ensuite, alors j'ai testé rapidement TikTok, mais c'est plus moi qui n'ai pas la petite fibre par rapport à ce réseau social-là. Donc j'ai testé, ça m'a pas forcément plu. Ensuite, j'ai testé, je me suis plus orienté professionnel vers LinkedIn parce que j'aimais bien ce réseau social-là. Et j'ai vu que le podcast prenait aussi de plus en plus de place sur LinkedIn parce que les gens s'intéressent aussi dans le monde professionnel et ils en ont marre de voir toujours l'article de presse ou un tel a eu une promotion ou quelque chose de très cadré. Là, tu sors un peu et ça ramène quand même un côté pro tout en ayant ce côté... Puis tu rassembles aussi peut-être autour d'une thématique où des secteurs d'activité différentes vont pas forcément se retrouver, mais ils sont peut-être tous fans d'un sport et ils vont se retrouver autour d'un sujet commun, quoi. Et sur LinkedIn, du coup, j'ai testé la partie newsletter. Et c'est intéressant parce que du coup, tu ramènes du monde à t'abonner sur ta page newsletter du podcast. Donc, ils vont s'abonner à ça. Dès que tu rédiges un article, ils vont le recevoir en notification, mais également sur la boîte mail sur laquelle ils sont enregistrés via leur compte LinkedIn. Donc, en fait, tu les touches 2 fois. Donc, tu as 2 fois de plus de chances de leur donner la possibilité d'écouter l'épisode, d'augmenter tes écoutes, de les fidéliser, etc., etc. Et ça reste aussi LinkedIn un réseau social professionnel. Donc, pour mettre en place un business ou des partenariats, t'as tout qui est presque réuni pour faire quelque chose. T'as déjà des clients qui ont mis en place des choses sous tes conseils et qui ont vu un avant-après sans tes conseils, je veux dire, est-ce que t'as déjà connu des gens qui ont mis ça en place dans un cadre professionnel et qui ont vu une différence dans la gestion de leur réseau ou de ce que ça leur apportait vraiment? Il y a des gens qui ont eu une nouvelle vision en tout cas de l'entreprise par rapport à des clients, par rapport à des ambassadeurs. Donc une vision un peu nouvelle. Donc ça plaît et donc ça donne une image à la marque de la faire évoluer. Donc ça, c'était plutôt les retours que j'ai eus. J'ai quelqu'un que j'ai accompagné sur la création de son podcast qui voulait faire uniquement de l'audio. Donc je lui ai dit, te prive pas de la vidéo, surtout que tu as la possibilité de le faire. Et au final, ces réseaux ont complètement explosé grâce au teasing des vidéos qu'il a pu mettre en place sur les réseaux. Donc c'est plutôt les retours là que j'ai eu de ce côté-là. C'est vrai que ça peut être un super moyen aussi de rajeunir son image plutôt que d'opter pour un rebranding complet et bien cher qui va demander des mois de travail et beaucoup de mise en place et beaucoup de coûts. Alors qu'un podcast ou un audio, on peut le produire peut-être avec peu de moyens, l'améliorer au fur et à mesure et juste montrer en fait les gens qui vont y travailler et la culture d'entreprise, parce qu'on en parlait justement avec Christophe. Et comme tu dis, avec peu de moyens, tu peux avoir 2 micros, une console d'enregistrement, et l'avantage c'est que tu peux te déplacer partout en fait. Ouais. Moi j'ai ma console, donc qui est un peu plus élaborée,
Mais on peut enregistrer n'importe où. Tu vas chez le client, donc tu as la possibilité de filmer chez eux. Il peut enregistrer dans tes locaux, tu peux le faire en extérieur. C'est ça qui est quand même super avantageux. Donc... Et pareil de l'autre côté pour la personne qui écoute. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. À l'heure où tu passes énormément de temps dans ta voiture, toujours la même musique, Spotify ou la radio, eh ben, tu peux écouter un podcast pour te divertir, mais en même temps, tu vois pas le temps passer, tu as appris quelque chose, et ben, peut-être que tu as envie d'écouter un autre épisode, ou en faisant du sport, ou en faisant la cuisine, ou que sais-je. Est-ce que tu as des métriques sur où les gens écoutent ton podcast ? Alors moi, principalement, aujourd'hui, tu as des hébergeurs de podcasts qui te permettent d'avoir des statistiques hyper poussées, selon le niveau d'abonnement, bien sûr, que tu as pris dans ta formule. Tu vois si c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, si c'est plutôt un format à travers un téléphone, un smartphone, plutôt ou sur quelle plateforme. Donc moi, à 80%, c'est le mobile qui est privilégié. Spotify à 56%, loin devant Apple Podcast, par exemple. Donc c'est des métriques où tu sais que forcément, tu dois adapter aussi ton contenu, que ça soit au niveau texte et graphique, au responsive et donc du coup au format smartphone. Donc il faut vraiment que ça soit agréable par rapport à ça. Et puis après, tu peux avoir aussi la zone géographique. Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont en Belgique, en France, au Luxembourg, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, ça t'amène aussi à voir comment orienter ton contenu, si tu veux le faire évoluer ou non. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, toi, de ton côté, pour centraliser un peu tout ce que tu mets en place ? Alors moi, j'utilise 2 plateformes d'hébergement de podcasts. Ocha, la première, qui est une plateforme française, très simple de prise en main, une équipe très cool. En quelques clips, tu arrives à paramétrer ton podcast, qu'il soit référencé sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., même sur YouTube. Tu déposes ton audio, tu déposes ton texte, tu peux programmer la sortie de ton épisode. Bref, c'est très très simple d'utilisation. Tu vois les statistiques de tes écoutes également. Donc tu as tout qui est hébergé là-dessus, c'est très simple. Et le deuxième, c'est Acast, que j'utilise également, qui est un peu différent, où tu peux plus orienter la partie business, si tu veux mettre en place de la publicité, avec des pré-rolls par exemple, en début d'épisode, ou de la publicité pendant ton épisode tout simplement. Donc j'utilise les deux, c'est pas forcément... la finalité est la même, mais ça dépend de ce que tu veux mettre en place par rapport à ton podcast. Donc ça, c'est plutôt sur la partie hébergement. Après, Rodecaster classique sur la partie enregistrement, avec les casques branchés avec les micros, et puis la possibilité du coup de se déplacer. Ça, c'est vraiment super agréable. Et après, sur du montage, alors il y a 2 écoles. T'as Audacity, qui est facile de prise en main également sur ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur Microsoft, peu importe. Et derrière, tu as aussi aujourd'hui avec l'IA, tu as Adobe, avec Adobe Podcast, où tu passes ton son, il le mouline, et en fait, il va te nettoyer les bruits environnants, et ça fait gagner un maximum de temps. Par contre, du coup, tu es dépendant des réglages qui sont déjà sur le site internet. Donc tu peux moins être un peu minutieux, mais ça te fait déjà gagner énormément de temps. Et derrière, sur la valorisation, après, j'utilisais Headliner, qui permet de faire des publications pour les réseaux. Donc avec un extrait, il va te sortir le sous-titrage automatique. Évidemment, il y a quelques coquilles, donc tu dois corriger. Tu mets ta charte graphique et tu sors déjà en sélectionnant le réseau sur lequel tu veux poster. Il te met déjà le bon format. Que ça soit du vertical, de l'horizontal, et ça te crée une bannière, ça te crée des vidéos, ça te crée des choses assez interactives. Donc en combinant tous ces outils-là, tu peux créer du contenu qualitatif et avoir une vraie stratégie du coup de communication. Et au début, tu évoquais aussi le fait que tu pouvais créer des articles ou des newsletters à partir de ton contenu. Là, tu utilises des outils existants, ou bien est-ce que tu rédiges à l'ancienne Alors l'écriture, c'est chronophage. Faut avoir une plume. Moi, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus.
Donc, je prends plaisir, tu vois, mais justement, sur les plateformes Ocha, Cast, tu as la possibilité, dès que l'épisode sort, d'envoyer une newsletter aux personnes qui sont abonnées à ton podcast. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, moi, je mets quasiment la même chose que dans le corps de texte que le corps de texte que je mets par rapport à l'épisode. Je mets quelques formules en plus, quoi. Mais sinon, sur la partie texte, non. Ça peut être intéressant par rapport à du référencement web, par rapport à ton activité, par rapport aux invités que tu as, par rapport à ton expertise. Mais il faut avoir le temps d'écrire. C'est une stratégie sur le long terme. Moi, c'est pas vraiment ce que je maîtrise le plus, donc c'est pas ma stratégie. Tu parles justement des gens qui te suivent, donc ils vont recevoir ta newsletter, donc ils doivent s'abonner, etc. Est-ce que les gens se sont directement abonnés à ton contenu, ou est-ce que tu as dû inviter les gens à suivre, ou est-ce que tu as dû mettre des choses en place, que tu as dû, je sais pas, sponsoriser du contenu au début, parce que comment tu passes le cap de les gens écoutent, les gens trouvent le podcast cool, mais les gens vont pas s'abonner ou suivre? Alors, dans ton épisode, il faut que tu dises à la fin ou au début du podcast, allez vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Mettez une bonne note également, 5 étoiles par exemple sur Apple Podcast, Spotify, pour que le référencement et l'algorithme privilégient ton podcast pour le faire remonter dans sa catégorie. Donc ça, c'est des conseils que tu peux donner dans l'épisode sans que ça fasse trop commercial non plus. Après, moi par rapport au podcast, la stratégie, et c'est ce que je préconise aussi aux personnes qui veulent se lancer dans du podcast, c'est de ne pas s'arrêter que aux écoutes, mais d'avoir une stratégie globale et de voir ce que ça leur rapporte également sur les réseaux. Donc moi, ça m'a rapporté des abonnés, ça m'a rapporté des personnes qui m'ont contacté aussi en message privé, parce qu'ils aimaient le contenu, parce qu'ils s'y retrouvaient, parce qu'ils avaient envie de mettre en place un projet similaire. Donc on a échangé, donc ça a élargi le réseau. Et après, tu peux mettre en place des partenariats ou aussi développer ton business. Donc je dirais que c'est une accumulation de petites choses, et il ne faut pas s'arrêter que aux écoutes, parce que sinon, déjà, c'est humain. Tu vas regarder si ton podcast, il attire, qui a écouté, pourquoi il y a eu 100 écoutes aujourd'hui, et hier, il n'y en a eu que 2, qu'est-ce qui s'est passé entre ? Peut-être que tu as mis une publication qui a fonctionné, simplement sur le réseau, et donc du coup, ce sujet-là, il intéresse plus qu'un autre. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'aux chiffres, sinon tu deviens maso, en fait. Et tu te dis, tu veux toujours briller, tu veux toujours plus. Donc c'est vraiment une stratégie globale, et vers quoi tu veux tendre. Mais tu as vu une différence en annonçant dans l'épisode abonnez-vous, likez, etc. Parce qu'on voit, je vais prendre l'exemple des youtubeurs, c'est devenu un running gag, quoi, j'ai l'impression. Carrément. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose, ou est-ce que... Écoute, moi... Abonnez-vous. Franchement, pas énormément. Non. Pas énormément, parce que ce que je dis aussi, c'est je préfère avoir une petite communauté, mais qui est vraiment engagée et fidèle sur des feedbacks, sur comment ils ont trouvé l'épisode, comment ils pourraient me recommander avec un invité que j'aimerais mettre en place. Plutôt ce système-là que des millions de personnes, et au final, il n'y a personne qui te suit vraiment. Ouais. Et c'est là où les marques peuvent aussi être trompées, tu vois. Elles vont regarder le nombre d'abonnés et se dire je vais collaborer avec cette personne parce qu'il a 1 million d'abonnés. Ouais, mais en fait, il a fait les ch'tis à Mykonos. Et il a qu'une cible précise de personnes qui le suivent, donc ton produit, il n'est pas du tout raccord. Donc tu as soit ça, et soit des entreprises, et c'est un peu vers quoi on tend aussi, des nano-influenceurs de niche, donc sur un produit très spécifique, je sais pas moi, le ski alpin, tu veux vendre des skis, tu sais que tu touches des personnes qui sont intéressées par ce secteur-là dans un podcast, tu peux mettre une publicité, ça va pas choquer, au contraire. Et les gens ont plus tendance à faire confiance à une marque en passant par du podcast qu'une publicité commerciale ou une vidéo. Donc ça, c'est le vrai atout aussi de ce côté-là. C'est une nouvelle façon aussi de consommer la publicité. On en parlait tout à l'heure avec il faut que tu m'aides là. L'UGC. L'UGC. À l'UGC, déjà, tu as la partie influenceur. Et maintenant, l'UGC, c'est encore différent. C'est la création de contenu par l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, tu vas me donner un appareil photo, admettons, d'une marque. Je vais devoir en faire la promotion. Et soit tu me donnes un script, et je suis le script. Soit j'écris le script, et je rends le contenu. Et en fonction de ça, tu as des plateformes où tu peux être monétisé, et il y a des personnes qui vivent de ça.
Alors pourquoi les entreprises font ça ? Parce que, encore une fois, on voit énormément de pubs, tu as une surinformation, une surconsommation. Pour être touché, il faut que tu as un point commun avec la personne qui va délivrer le message. Donc si tu es parent, si tu as une publicité où tu as des jeunes parents qui vont mettre en avant le biberon du petit, eh ben, tu vas plus te sentir à la place de cette personne-là et lui faire confiance. Ok, je comprends. Après, ça, c'est limite parce que tu donnes aussi un droit à l'image de ton contenu. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Ça peut être facile de se faire de l'argent. Les marques, c'est très facile aussi, donc du coup, de créer du contenu. Le rapport s'inverse. Mais d'un autre côté, est-ce que tu veux voir ta tête il faut être prêt à vendre son image et à assumer derrière. Et est-ce que par rapport à ton business et ce que tu fais, est-ce que tu es aussi crédible dans... Ah, je vais pas faire une pub de shampoing, quoi. Est-ce que, pour finir, peut-être, tu as une anecdote, une petite histoire à nous raconter sur une situation, une expérience, soit dans le cadre de tes productions ou d'invités que tu as reçus, etc. Une anecdote. Déjà, j'ai interviewé la personne qui me faisait rêver quand j'étais gosse. J'adorais les journalistes, les commentateurs. Et j'adorais, il me faisait à la fois rire par rapport au personnage qu'il incarnait et à la fois son professionnalisme, parce qu'il a duré dans le temps. C'était, et il plaît ou il plaît pas, c'est Nelson Montfort, par rapport à Roland Garros. Okay. Et les Jeux Olympiques, France Télévisions, etc. Et j'ai eu l'opportunité, par le podcast, par mon média, de l'interviewer. Et donc, un peu le petit rêve de gosse de dire j'ai coché cette case. Et en plus, mon podcast était sur les émotions dans le sport. Donc il m'a raconté ses anecdotes, ses mémoires olympiques, parce qu'il avait un livre en même temps qu'on mettait en avant. Mm-hmm. Donc on a fait gagner des livres aussi. Donc tu peux aussi mettre par rapport à du podcast des jeux concours aussi en place. Ça peut être intéressant aussi pour valoriser tes produits et ton image et ta marque. Mm-hmm. Et à la fin, j'ai réussi à lui choper une petite larme sur un souvenir qu'il avait eu, tu vois. Donc à ce moment-là, j'ai dit, j'ai réussi, quoi. J'ai eu le petit fait pleurer, tiens. C'était pas forcément comme ça, mais la personne, je suis allé là où je voulais aller, quoi. J'ai réussi à gratter ce que je voulais. Et oui, t'en parlais au début de l'épisode, que tu creusais pour amener là où tu voulais aller. T'as un process qui est rodé là-dessus, ou bien est-ce que c'est à tâtons à chaque fois ? Alors, je sais que en fonction des invités, j'ai toujours un call de préparation. Mm-hmm. Donc d'abord, j'envoie un mail. Je vois si la personne est réceptive. Ensuite, on cale un call, visio ou téléphone. J'échange avec la personne. Je vois comment elle est, quel est son mood, son feeling, etc. Est-ce qu'il va falloir lui tirer les verres du nez ou pas ? Donc, je lui présente le podcast. Je la mets en confiance. Soit c'est très rapide et il n'y a pas de souci. Soit je lui explique, je la mets en confiance. D'où, du coup, les questions peut-être envoyées en amont. Ensuite, on enregistre. Et au fur et à mesure... la personne aussi peut être un peu bridée au début. Et en fait, plus tu rentres dans la conversation, plus la personne se sent à l'aise, plus tu peux aborder des sujets que tu n'aurais pas abordé dès le début du podcast. Parce que la personne, en fait, elle n'est pas... c'est comme un diesel dans une voiture, en fait. La voiture, elle n'a pas chauffé, et donc du coup, elle n'est pas prête à rouler, en fait. Et donc là, c'est pareil pour une personne qui est interviewée. Tu vas garder des questions vraiment cruciales vers la fin, quand la personne est en confiance et où tu peux tirer un maximum de ce que tu vas voir. Et je ressens une grosse différence entre les personnes qui ont une certaine notoriété et celles qui n'en ont pas. Mm-hmm. Et c'est pas forcément celles qui sont le plus connues qui vont faire les meilleurs épisodes et qui sont le plus intéressants dans le contenu. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas banaliser. Tout le monde a une histoire à raconter. C'est juste comment tu l'amènes. Et aussi par rapport à ça, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Okay. Un homme va être très facilement à l'aise. Une femme, tu vas devoir plus expliquer, rentrer dans le détail, pour qu'elle se livre, parce qu'en fait, je sais pas s'il y a une petite barrière, ou alors c'est moi qui suis pas assez bon. Bon, c'est possible, après... Mais homme à homme ou femme à femme, c'est pas la même chose que mixte, je trouve en tout cas. Ok. J'ai ressenti plus de crainte et que je devais faire plus un travail en amont avec la personne.
On n'a pas encore reçu de filles dans les épisodes. Peut-être on verra par nous-mêmes. Tu verras. Bah écoute, merci pour toutes ces explications et ces histoires. C'était très intéressant encore une fois. Merci pour l'invitation. J'espère que ça plaira aussi à nos abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, et puis le format est vachement cool, parce que du coup, il y a une vraie ligne éditoriale. Le contenu est sympa. Les deux premiers étaient super intéressants, sur des profils complètement différents. Ouais. Donc c'est bien. Et les retours, ils sont bons? Pinot, les retours sont bons ou pas? Non. Bah voilà, on se force aussi, ça nous permet de mettre un peu une structure en place, une routine, et puis but de contenu, de construire quelque chose en interne aussi. Donc tout ça, ça participe aussi à ce qu'on disait encore la dernière fois avec Jean-Christophe, à la culture d'entreprise et à faire quelque chose ensemble. Donc c'est pas mal. C'est un bon support, je trouve, le podcast pour ça. Alors Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ton expérience autour du podcast. De rien, Thomas. Comme mes équipes se foutent de ma gueule à chaque fois que je fais un closing, je vais te laisser terminer l'épisode et annoncer l'épisode 4. Bim, la patate chaude. Et ben, je donne rendez-vous à tous les auditeurs, à la fois sur les plateformes d'écoute, mais à la fois sur de la vidéo sur YouTube, pour le prochain épisode de In the Jungle. Et la thématique va être intéressante. On vous dit rien, mais ça sera un sujet qui n'a pas encore été abordé, donc restez connectés. Good. Ah, j'ai improvisé par contre. Hein.